Oui, allez-y. Ok, merci. D'abord, merci pour le parrain, merci d'être là, merci de venir, parce que vous n'imaginez pas la joie qu'on a de pouvoir échanger avec Théophile Obenga. Voilà. Maintenant, ma première question, un peu académique, hein, d'entrée de jeu, il a dit que la démocratie, ce n'est pas un régime politique, c'est une doctrine. Je voudrais plus d'explications au niveau de la différence entre une doctrine et un régime politique. Ça, c'est ma première question. Maintenant, ma deuxième question, c'est... Il disait tantôt qu'on a tout importé, que nous avons été fabriqués. Maintenant, dans la difficile démocratisation de l'Afrique, quelle est la part des langues importantes? Enfin, pour un pays comme le Burkina, est-ce que à l'origine, c'était pas évident que on allait connaître des difficultés si on veut appliquer la démocratie dans un pays où 80% ne parlent pas la langue dans laquelle la démocratie, elle s'exprime. Merci. D'accord. Merci. Je pense qu'on va répondre à sa question. On va le continuer. C'est des questions lourdes. C'est-à-dire une doctrine, c'est quand même des idées qui ne sont peut-être pas applicables ou applicables. Tu vois, c'est ça les idées. Donc, on trouve que si le pouvoir au peuple souverain, c'est mieux qu'ils appartiennent à une classe ou à un individu. C'est mieux. Il y a beaucoup moins de risques. C'est mieux parce que on cherche le bonheur toujours. On cherche le bien-être collectif. Donc, le régime démocratique a fait l'idée politique de la démocratie. Elle est meilleure par rapport aux autres idées qui ont visiblement beaucoup d'arbitraire. Bon, cela, mais comment mettre en pratique? Mais la démocratie s'incarne dans une république. Il faut qu'elle ne s'incarne pas comme ça, elle est dans une république. C'est-à-dire qu'on fait un consensus, quoi. Nos égoïsmes, nos partisanies, etc. On oublie peu ça, on arrive à faire quand même une espèce de contrat social, une espèce de constitution, mais certaines idées ensemble, pour essayer de vivre ensemble. C'est ça. Donc dans une république. Et aussi bien qu'on dit elle est une indivisible, tous nous sommes d'accord. Et qu'on doit donner le mandat par élection locale, suffrage universel, etc. Nous sommes d'accord. Donc on doit avoir la liberté d'opinion et la liberté de faire la justice. Nous sommes d'accord. Donc on fait ces conventions-là pour que la République, etc. Donc on revient au mode d'avoir le pouvoir du peuple par les élections. Une fois que j'ai ça, bon, par le bulletin, par ceci, la magouille, on triche, etc., les arbitrages, les recours à la justice, finalement tu es élu, tu formes le gouvernement pour appliquer ton programme, qui souvent d'ailleurs n'existe même pas, c'est simplement les idées. Je vais faire les routes, je vais faire l'école, ça c'est pas des programmes. En fait, on est habitué à cette liste-là. Bon, après tu fais, mais comme vous êtes quand même au trésor public, et tous nous sommes des pauvres, des familles pauvres, bon, c'est pas facile de résister devant brusquement la richesse que tu n'as pas dans ta famille, brusquement tu deviens le patron, tu es assis sur la richesse nationale, sur le trésor public. Et tu peux prendre, si tu prends, il faut que tu empêcheras le ministre de prendre. Et pour que le ministre empêchera le directeur de prendre. Et la corruption s'installe, et le clientélisme s'installe, et les régions, le climat, la tribu s'installe. Et du coup, on détruit aussi la démocratie nous-mêmes. À les pratiques, par nos propres pratiques, parce que ce n'est pas la démocratie qui se détruit, c'est nous qui nous détruisons, qui détruisons par nos pratiques, par nos manières de faire, nous détruisons un système qui idéalement est bien. On ne peut pas le faire parfait, mais on peut aussi le faire mal, on peut le faire moyen, on peut le faire, etc. Aux États-Unis, ce sont les riches qui commandent. Trump, il n'a jamais été dans un parti politique, sérieusement parlant. Ce n'est pas un homme politique, il est milliardaire.
il est parvenu. Aux États-Unis, on respecte les milliardaires. Donc, il n'est pas ambitionné le pouvoir, c'est tout. Et quand il a le pouvoir, bon, il gère comme il peut, etc. Voyez-vous? Donc, les contextes sont différents. L'idée de la République, c'est ça. La République doit protéger tout le monde, doit faire ceci pour tout le monde, doit faire ceci. Mais c'est les hommes qui le font, notre mental, notre vertu, etc. Voilà pourquoi un philosophe burkinabé, Mamad Savadogo, il distingue réellement les valeurs, qui sont de l'axiologie, les valeurs, la dignité, les ceci, etc. C'est des valeurs. Mais en réalité, il dit qu'il faut l'éthique. L'éthique relève plus de l'ontologie. L'éthique donne sens à la vie. Or, souvent, nous faisons sans éthique. On prêche toujours les valeurs, les anti-valeurs, la dignité, le respect. Ça, c'est à peu près slogan. Mais ce n'est pas profond. Ce qui est profond, c'est l'éthique, parce que c'est lié à l'ontologie. Et c'est justement le professeur Savadogo qui a bien éclairci ça dans un ouvrage important. D'accord. La deuxième question, c'était de savoir si aujourd'hui la langue n'est pas la langue, oui, pour la démocratie, si je peux résumer ainsi, c'est ça? Voilà. Dans un pays où 80% on ne parle pas la langue. Effectivement, si je parle français, les gens ne comprennent pas le français ou à peine, bon, ou à l'envers. Bon, effectivement, ça ne marche pas. Tu vois, ça ne marche pas. Mais s'ils comprennent ce que je leur dis, bon, ça, c'est tant mieux. Parce que moi, je suis pour que, quelle que soit la langue que nous adoptons, il faut que je maîtrise la langue, que j'exprime ce que je veux dire moi-même, de moi-même, de la manière de le dire. C'est ça la liberté en fait. Parce qu'on peut avoir une langue du pays, hein, le moré, etc., mais ne pas bien parler cette langue aussi. Et les gens ne te comprennent pas plus. Donc ce n'est pas la langue en soi, c'est la connaissance d'une langue, la maîtrise d'une langue pour passer les idées et pour que les gens soient éclairés et pour que ton message soit compris. C'est ça le problème des langues. Donc il faut apprendre, quand vous parlez anglais, il faut parler par anglais. Il ne faut pas avoir des complexes. Si vous parlez français, essayez de le parler le mieux possible, pas de complexe. Si vous parlez nos langues à nous, il faut les parler parfaitement, sans complexe. C'est le cas de Cheikh Anta Diop. Il était, je crois qu'en Wolof, il était presque imbattable. Il maîtrisait totalement sa langue maternelle. Il avait une maîtrise de français extraordinaire et il était libre. Donc il disait ce qu'il voulait dire sans les complexes. Or, souvent, nous ne connaissons même pas nos langues maternelles. À peine, un gazouille, à peine, etc. Donc il y a intérêt, c'est la question fondamentale. Il faut réellement apprendre nos langues, puisque c'est la langue de la majorité du peuple qui est analphabète, comme on dit. Il faut donc pousser la connaissance de nos langues. Partout, il faut faire nos langues. Parce que si elles disparaissent aussi, on perd aussi des richesses, au point de vue même linguistique. Donc il faut faire nos langues, mais il faut les maîtriser. Il faut maîtriser une langue, surtout si on est chef, si on est leader, si on est intellectuel, si on est jeune cadre, etc. Il faut la maîtrise. Il ne faut pas avoir peur de maîtriser ces choses-là. Donc, effectivement, ça dépend. Si les gens ne connaissent pas le français, il ne faut pas leur parler en français, ça passe à côté. Si les gens connaissent, à l'est, ils parlent telle langue, il faut connaître cette langue-là. Au sud, ils parlent tel dialecte, il faut connaître le dialecte, parce que tous ils parlent français en gros, c'est la langue officielle, mais après chacun a sa tribu, enfin, sa langue maternelle, etc. Bon, si on fait parler tout le monde, mais il faut connaître beaucoup de langues africaines, beaucoup de langues même nationales, et ces langues sont souvent parentées. Nous avons peur simplement de les connaître. Ces langues ne sont pas réellement aussi séparées, aussi lointaines. Elles sont fondamentalement unies. Donc avec un effort, on peut faire ce que le président Kagame a fait. Il parlait français colonial, c'est une colonie belge. Après, il parle le Kinyarwanda, leur langue. Il parle Kiswahili parce qu'ils sont en Afrique de l'Est. Il a imposé l'anglais. Donc chaque citoyen là-bas parle à peu près 4 langues parfaitement. 4 langues. Donc je crois que les langues, c'est la maîtrise de la langue qui compte. D'accord, merci beaucoup. On va prendre une autre question. Oui, moi j'ai une question. On commence. Avant de passer, Youssef Draogo, journaliste. Alors, professeur, en 1994, feu président Mitterrand avait convoqué, permettez-moi l'expression, les chefs d'État africains
Et il était question de conditionner l'aide publique au développement au multipartisme. Et puis ensuite, Chirac, quand il était président, paix à son âme aussi, disait que la démocratie est un luxe en Afrique. On a l'impression qu'entre les deux présidents, il y a une sorte de hiatus, parce que l'autre prône le multipartisme, la démocratie, et l'autre estime que c'est un luxe. Donc, deux questions. La première question, est-ce qu'il n'y a pas un antagonisme entre les deux chefs d'État en termes de vision? Et puis la deuxième question, est-ce que réellement la démocratie est un luxe en Afrique? Ouais. Je crois que c'est ça notre problème, quoi. Il faut que l'ancienne métropole, le saint colonisateur, donne l'orientation, donne le mot d'ordre, donne comment il faut danser, comment il faut faire la musique, et on se réfère à lui, etc. Bon, mais ça on ne sera jamais développé comme ça. On a beau faire, qu'il soit Mitterrand, qu'il dise faire de la démocratie, il ne commande pas l'Afrique, pourquoi on doit l'obéir? Et que ça soit Chirac qui dit c'est un luxe. Mais pourquoi même écouter? Il n'a qu'à dire ça à nos frères chez lui. Mais pourquoi nous sommes si faibles? C'est la psychologie. Dans la faiblesse, on ne peut jamais se développer. Jamais. Parce qu'on est victime, on a peur de choisir, on a peur de faire, on craint les conséquences, etc. Les conséquences sont lourdes. Sankara paie de son sang. C'est lourd parfois les conséquences. Mais il ne faut pas être esclave tout le temps. Ça fait 700 ans que depuis le 14e siècle jusqu'au 20e siècle, ça fait que nous souffrons. Donc on connaît être esclave, colonisé, ça ne suffit pas, vendu, enchaîné, ça ne suffit pas, colonisé, ça ne suffit pas, on fait les guerres pour eux. Ils ne te payent même pas, ils ignorent même pas les anciens combattants. Ça ne suffit pas. Hein? Ils viennent par là à Sarkozy, à Dakar, que finalement on est parti dans l'histoire. Donc des gens en dehors de l'histoire de l'humanité. Ça ne suffit pas. On vient ici, on va guider la jeunesse. À Genève, un garçon de 39 ans, il vient vous commander, vous vient vous bénir ici, vous acceptez que je vais guider la jeunesse africaine, que là je suis ceci, la jeunesse, le jeu, et tout le monde est là comme ça, comme si le bon Dieu tombait du ciel, et il vous bénit, mais enfin, on ne pourra jamais se développer. Pourquoi il ne parle pas à la jeunesse portugaise, ou à la jeunesse corse, ou à la jeunesse française, là où il y a beaucoup de problèmes? Pourquoi il ne parle pas? Cette réceptivité, c'est trop, quoi, c'est trop. Même Mandela en prison, 29 ans, il sort du forgiveness. Fermons les yeux, oublions, allons de l'avant. Mais l'apartheid existe encore. Donc le noir, on ne sait pas, on dirait qu'il n'a pas souffert. Hein. Ceux qui ont souffert pendant moins de 2 ans, la Shoah, tous les jours ils rappellent ça, tous les jours ils parlent de Shoah. Mais vous qui avez des siècles de souffrance, ça ne dit rien. Et les Obenga exagèrent toujours, le passé, des choses comme ça. Il faut regarder l'avenir. Quel avenir regarde? C'est-à-dire écouter Mitterrand, Chirac, et on ne doit pas les écouter. Les Africains, enfin, il y a eu des gens à nous aussi, il y a eu notre mémoire. Blyden a dit que ici au Nigeria, c'est un gars de la Trinidad, il est venu, il a dit qu'il faut faire la régénération de l'Afrique, la régénération. C'est-à-dire on était souffert par l'éducation, il faut régénérer le continent africain. Nous on ne parle pas de ça. Bon. Ensuite, Marcus Garvey est venu, il a dit Africa to Africa, l'Afrique aux Africains. C'est-à-dire faites une nation pour vous protéger contre le malheur futur. On ne sait jamais. Nous, on ne regarde pas ça, il appelle de la rédemption de l'Afrique, on ne parle pas. Kwame Nkrumah, côté Africa must unite, etc. La Banque mondiale ne parle jamais de la renaissance africaine. Le Fonds monétaire international ne parle jamais de l'unité africaine, de la solidarité africaine. Ils viennent vous parler des choses comme ça, vaguement, des programmes qui n'ont ni qu'une tête, des maladies qu'ils introduisent eux-mêmes ici, des poulets congelés qu'ils empoisonnent le peuple. Ils parlent de ces choses-là, de la dignité, les droits de l'homme, mais qui a banni les droits de l'homme de l'humanité. C'est bien l'Occident. Pendant 7 siècles, ils ont colonisé, vendu les gens. Mais qui a détruit les droits de l'homme? C'est pas nous. Nous, on n'a jamais colonisé quelqu'un, on n'a jamais fait du mal, au contraire, même trop bon, etc. Donc ça suffit. Ce monde tel que l'Occident l'a bâti, si c'était la fraternité, on allait s'embrasser, il n'y a pas de problème. Mais ils ont conduit le monde à un moment donné, par le capitalisme, quoi dit le film, vers la violence, vers la destruction, vers la domination. Donc instinctivement, l'Occident va toujours dominer
jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la Chine renverse la situation intermondiale. C'est ça le problème. Donc nous, il faut aussi qu'on fasse le jeu de renverser. Il faut renverser. Si vous restez comme ça, vous serez toujours... C'est vous qui avez fait la richesse de l'Occident. Ils n'avaient rien. Ils ont détruit leur forêt. Au Moyen-Âge, ils n'ont rien. Ils n'avaient rien, pas de mine, à peine le charbon. Maintenant, ils ont pris le diamant, l'uranium, l'or, etc. Ils ont fait des chemins de fer. Ils ont fait la révolution industrielle, l'ère industrielle. Ils ont pollué pendant 2-3 siècles. Et maintenant, ils vous disent que c'est l'Afrique qui pollue le plus. M'en fait regarder. C'est eux qui ont pollué. C'est la révolution industrielle. Pendant 2 siècles, ils ont pollué. Maintenant, c'est nous qui devons, qu'on blâme, qu'on doit faire la COP, qu'on doit aller faire des climats, etc., etc. Nous aussi, on doit polluer pour industrialiser le continent africain. Nous avons assez de forêts pour régénérer. Sinon, on ne va pas industrialiser l'Afrique. On a la bauxite de la Guinée, on a le diamant, on a le fer, le bois. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ils vont prendre, et puis la Chine n'a pas arrêté de son industrie, l'Europe n'a pas arrêté son industrie, les États-Unis encore moins, et nous qui n'avons rien dit à arrêter, mais enfin, c'est-à-dire quoi? Mais demain, ça sera même l'effacement de tout le continent africain, vont s'installer, puis on va disparaître, comme les Indiens sont aujourd'hui aux États-Unis, la démocratie américaine, dans des réserves. Ils n'ont rien, rien du tout. Mais ça peut nous arriver parce qu'on croit à la bonté de l'autre, on croit à l'amitié de l'autre. L'Occident ne connaît que la violence. Si vous dites, si vous êtes faible, il dit les chinoiseries. Si vous êtes fort, il dit venons, on va négocier. C'est comme ça qu'ils sont. Mais nous, on croit toujours qu'ils vont nous bénir tout le temps. Comme ils ont béni les bateaux négriers, ils vont nous bénir encore. Mais non. D'accord, merci beaucoup. Un droit, 2, 3. Donc on prend les 3 droits et puis on va se donner rendez-vous lundi matin. Oui. Merci beaucoup. Je suis Abdul Kader Ebié, étudiant. De vos 3 interventions, j'ai retenu 2 choses essentielles et ce n'est pas la première fois que je les entends. C'est d'abord le mimétisme que vous avez fait cas entre l'Occident et puis l'Afrique. Et ensuite, vous avez évoqué cette nécessité-là d'un changement, d'une autodétermination et autres. Ce n'est pas aussi la première fois que j'entends. Voilà. Mais je me dis, depuis tout ce temps que nous en parlons, depuis tout ce temps que les intellectuels africains en parlent, et les choses ne changent pas. Comment vous l'expliquez? Non, je crois que les choses changent. Hein. Moi, je suis venu à Ouagadougou avant le président Sankara. Je n'étais jamais reçu. Je m'appelle bonjour protocolairement. On est venu, on a fait des conférences, j'ai venu, mais cette fois-ci, je suis venu, il y a eu beaucoup d'étudiants pour m'accueillir. Donc, il y a un grand changement. Avant, ça n'existait pas. Hein. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est éveillée à presque à 90%. Tu vois, il ne peut plus... Ben, on fait les études, on est au chômage, on ne voit pas l'avenir, on est perspective, on est grandi, on n'arrive à rien faire. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? Et c'est la force la plus vive du pays. Donc, la jeunesse a changé partout dans le monde entier, sur le continent africain. En tout cas, j'étais partout en Zambie, hein, et partout au Cameroun, n'en parlons pas, et au Mali dernièrement, même avec le président Keïta, on a discuté, etc. Partout en Afrique, partout en RDC, mais ça bouge, vous n'avez pas compte. Même ici, c'est impressionnant, ce n'était pas comme ça, vous pouvez le juger vous-même. Si le président Sankara avait à Sadiko cette jeunesse-là, il aurait fait peut-être autre chose. Il n'y en avait pas à l'époque, il n'y en avait pas. Les idées n'étaient pas circulées. Avec leur réseau là, les internets, les Google là, mais personne ne peut arrêter ça, ça va vite. Ça va vite, c'est même regrettable. Hein. Même s'ils espionnent, on s'en fout, on passe les messages. Et ça va vite dans tout. Là maintenant, ce que je parle, peut-être, on va voir ça en Guadeloupe. Hein. J'ai été là-bas dernièrement aussi. Il y a des changements extraordinaires. Les jeunes ne veulent plus imiter. On a fait les pères fondateurs, effectivement, les partis unis, plusieurs partis, on a tué, on a mis en prison, on a fait des conférences nationales, des dialogues, on a loué les chefs d'État avec des groupes d'animation, on a dansé pour eux, on a fait des plans, la Banque mondiale est venue, le Fonds monétaire, et on a cru faire des plans de développement, mais ça reste 60 ans de stagnation. Il faut changer de schéma. Il faut changer de schéma. Il faut avoir des idées bien précises. Faisons quand même les intérêts du peuple. Ça, au moins, mettons ça vraiment en avant de tout. Les intérêts, pas en nous, un petit groupe, mais les intérêts du peuple. Et si après, essayons d'éviter à l'avenir la souffrance. Essayons de nous regrouper, de bâtir notre vie.
On peut le faire. Les Chinois ont fait après Mao Zedong, 10 ans, 20 ans après. Ils sont devenus les premiers du monde. Ils commandent. Ils sont libres, on ne les touche plus. C'est des hommes comme nous, on a le même cerveau, les mêmes neurones. Pourquoi nous, on ne ferait pas notre bonheur ici sur Terre ou essayer de vivre mieux? Pourquoi? De façon autonome. Bon, je sais que ça sera dur, parce qu'on ne pourra pas vous laisser faire. L'Occident ne peut pas accepter que vous soyez indépendant, que vous ayez cette richesse. Donc on va tuer encore. Le sang va couler encore. Mais c'est des peu de valeur, puisque le sang aussi va couler aussi. Le sang de Sékou Touré a été paralysé. On lui a fait des coups d'État. Focard a fait des coups d'État, a fait de fausses monnaies. Et puis Sékou Touré a eu peur finalement, etc. Bon, on a favorisé les autres, ça n'a rien donné. On a mis le coup d'État comme ça. On a tué le Lumumba, on a tué Sankara, on a tué Cabral, on a tout tué. On a mis Mandela en prison. Mais c'est la liste des 100. Et ça, c'est les droits de l'homme. Kwame Nkrumah était en prison, il avait fait quoi? Mandela était en prison, il avait fait quoi? Jomo Kenyatta était en prison, il a fait quoi? Kaboul était en prison, il avait fait quoi? Mugabe était en prison, il savait quoi? Où sont les droits de l'homme? Mais il va falloir faire ça, le cinéma ailleurs. Nous avons subi le manque des droits de l'homme par l'Occident. On a eu trop de morts qui étaient nos leaders, qui étaient nos chefs, nous dirigeaient. Mais on les a rasés sans jugement, sans rien du tout en prison. C'est extraordinaire. Et c'est les mêmes qui viennent vous parler des droits de l'homme, des droits humains, de ceci, des femmes qui font l'amour entre elles. Si vous ne faites pas ça, vous êtes mal vus. Des hommes qui font l'amour entre eux. Et si vous ne faites, et puis vous fumez. Burkina Faso, c'est la plaque tournante du marijuana. Mais qui fume le marijuana? C'est vous, ça passe. Mais ils n'ont qu'à pas fumer, ça ne passera plus. C'est ça le problème, ça passe tout le temps. Dit les plaques tournantes, le Mali, la plaque tournante. Moi, je veux bien. Mais s'il y a des tonnes là-bas, ils fument tout le temps, on est obligé de se droguer, même avec l'industrie. La drogue est une nécessité maintenant, fondamentale en Occident. Et on ne dit rien. On légalise même ça. Et nous, là où ils passent eux-mêmes, ils disent que c'est la faute de l'Afrique qui est la plaque tournante. Et puis nous, on accepte, l'OUA ne dit rien, l'Union africaine ne dit rien. Les chefs d'État ne disent rien, les intellectuels ne disent rien, l'opposition, on ne dit rien, on regarde ça comme si, mais enfin, on vit quand même. On a les contraintes de temps, on va prendre les deux derniers doigts, et puis il y avait un peu derrière nous. Merci beaucoup, moi c'est Nakanobu Moussassu, ancien. Moi je voulais revenir la dernière intervention dans le film du jeune, quand on lui a demandé de parler de la démocratie, il a parlé de justice. Et quand l'autre lui a demandé est-ce qu'il n'y a pas la liberté, il dit non, que la liberté là se trouve dans la justice. Maintenant, par rapport à sa réponse à la démocratie dans le film là, est-ce qu'en Afrique ici, ce que nous avons besoin, c'est pas plus de justice que de liberté? On a besoin de tout. C'est-à-dire la liberté, c'est en fait surtout la liberté d'opinion. Il n'y a pas une seule opinion qui vaille. Toutes les opinions, on peut les écouter, on peut les accepter, on peut en débattre. C'est un peu la liberté d'expression, d'opinion, de religion, etc. Il n'y a pas de dictat. L'homme est capable de choisir ce qu'il croit être bon